Alors, pour que ce soit concret, je vous propose une petite expérience qu'a proposé un génie du XXe siècle, Douglas Harding, architecte, philosophe anglais, qui a réalisé sa vraie nature dans les années 40 et qui, à la suite de cette réalisation, parce que c'est un grand explorateur, grand inventeur aussi, comme on va le voir, il a concocté des expériences qui résument 6000 ans de spiritualité authentique, 6000 ans d'invitation non duelle à se retourner en soi. Il a résumé tout ça avec des expériences très pratiques, très simples, très concrètes, et dont on va maintenant, je vais vous inviter à faire la principale expérience qu'il proposait au tout début. Et pour ça, il ne s'agit pas de me regarder la faire. Parce que me regarder la faire, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes férus de vidéos sur Internet et de non-dualité. Alors, quand les gens disent certaines choses, parfois il y a des petits eureka, des petits basculements, comme on dit. Mais très vite, la mémoire les récupère. Pour que le basculement soit vivant, que ça produise une expérience pour vous, que l'information qui vous est donnée suscite un étonnement, l'étonnement d'être, un émerveillement, il faut que vous fassiez l'expérience vous-même réellement, vraiment. Et vous êtes votre propre autorité ici. Et tout ce que je propose, en fait, c'est que vous confrontiez ce que vous croyez avec ce que vous voyez. Donc, on va faire ça, et puisque tous nos malheurs viennent de notre souffrance, notre sentiment de séparation, la souffrance dans le monde, on pourra en parler tout à l'heure, tout ça vient du fait qu'on est identifié à la personne que je vois là-bas. En ce qui me concerne, je vois une tête, un visage. Je me suis enfermé dans ce visage là-bas. Je me suis pris pour ce visage-là, très longuement. Et j'en ai beaucoup souffert. Voilà, je me suis identifié à un visage, à une identité personnelle. Et donc j'étais en confrontation avec le monde. Donc on va voir si c'est vrai que je suis, que vous êtes, que nous sommes cette entité, cette personne, cette entité personnelle qui pense ses pensées par elle-même, qui choisit d'agir, qui disposerait d'un libre arbitre. Voilà, toute cette histoire qu'on nous a racontée depuis qu'on était petit et auquel nécessairement on a cru. On va voir si c'est vrai. Donc la flèche de l'attention, elle va être figurée par l'index, donc vous allez tous prendre votre index, enfin, sauf les plus récalcitrants. Et ça, je n'irai pas vous forcer. Enfin, si vous voulez goûter au nectar de la non-dualité, faites l'expérience. Donc l'index ici figure la flèche de l'attention qui est toujours pointée vers les perceptions, vers les choses, vers les pensées. Elle est tournée vers l'extérieur. Donc on va faire un petit chemin de l'extérieur vers l'intérieur. Donc je vous invite maintenant à pointer ce doigt vers le plafond qui est chez vous. S'il y a un plafond, à moins que vous soyez dans le jardin, vous pointez vers le ciel alors. Et donc je vous invite à voir que le plafond vers lequel vous pointez en cet instant, il a des limites. Vous pouvez pourriez le dessiner, le photographier, vous pouvez le délimiter avec la main. Donc il a une forme, il a une couleur, ou des couleurs. Il est opaque, vous ne pouvez pas voir à travers. Il a un nom, si c'est un plafond, et puis vous pressentez que ce plafond, il est apparu à un moment donné dans le temps, et un jour, il cessera d'être. Dans peut-être pas 50 ans, peut-être pas 10 ans, mais peut-être dans 1 million d'années, ça c'est sûr, 1 milliard d'années, vous pouvez concevoir ça. Donc c'est une perception transitoire qui apparaît, qui disparaît.
Ensuite, vous allez pointer vers la personne que vous voyez là-bas. Peut-être que vous voyez Dan là sur l'ordinateur. Vous pouvez pointer vers le visage, ou s'il y a d'autres personnes qui apparaissent, là vous pointez vers un ami. Et vous voyez là-bas ce visage, bon, il semble un peu plus vivant, certes, que le plafond, mais il n'empêche, vous pouvez le circonscrire avec l'index, vous pouvez le mesurer, hein. Il n'est pas très grand, hein, finalement. Hein. Voilà, je peux le tenir entre le pouce et l'index, hein, il n'est pas très grand, pas très large non plus. Je peux le mesurer, c'est une perception, donc avec des dimensions, des caractéristiques. Il a des couleurs, hein, et puis il a un âge aussi, une date de péremption. Hein. Il est né dans le monde, puis il est dans le couloir de la mort. Là, il va disparaître. Voilà, tout à l'heure, demain, après-demain, dans quelques années. Il a un âge. Donc il a toutes les caractéristiques. Il est opaque aussi, hein, on ne peut pas voir à travers. Donc finalement, il a toutes les caractéristiques d'un objet, d'une perception, comme le plafond. Maintenant, pointez le doigt vers votre cuisse. Alors, la cuisse est soit nue, soit pourvue d'un pantalon, d'une jupe, qu'importe. Mais en tout cas, de la même façon que le visage là-bas, même si cette cuisse peut-être vous paraît plus familière que le visage de Dan, ou je ne sais pas quel visage d'ami vous avez pointé, en tout cas, il a toutes les caractéristiques d'une perception, il a des dimensions, vous pourriez le dessiner, le photographier, il a un nom, il est apparu dans le monde, un jour il va disparaître, il est opaque, vous ne pouvez pas voir à travers. Voilà, forme, couleur, dimension, âge. Maintenant, pointez vers le ventre, à 40 cm de votre ventre. Là également, vous voyez forme, couleur. Vous voyez que c'est une perception, et opaque aussi, on ne peut pas voir à travers. Le doigt pointe vers quelque chose qui aussi est apparu dans le monde et qui va disparaître. Et puis ça a un nom, on peut dire le ventre par exemple. On peut l'étiqueter. Maintenant vous remontez, vous pointez vers la poitrine, toujours à 40 cm, la poitrine. Et là, toujours pareil, une perception, hein, manifestement, qui a des couleurs, qui a une forme, qui est opaque. Hein. Voilà, on pourrait la dessiner, la photographier. C'est un objet dans le monde, il semble être parmi les objets, voilà, de la même façon que le plafond. C'est une apparition dans le monde, et un jour, il disparaîtra comme tout objet qui est impermanent. Et maintenant, je vais vous demander d'accomplir le geste le plus spirituel qui soit. Si on est là ce soir, c'est pour répondre à la question « Qui suis-je » ? C'est ça la question, rien d'autre. C'est ça la véritable spiritualité. Hein. C'est découvrir qui nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Donc je vais vous demander, avec une attention extrême, de tout d'un coup pointer le doigt à 40 cm à peu près, hein, pour l'instant, vers ce qui, en vous, semble percevoir. Et là, quand vous pointez vers là où habituellement, et par inattention, vous imaginez une tête et deux petits yeux, et par conséquent un observateur personnel, c'est là où je veux en venir, certains l'ont déjà compris, d'autres vont tout d'un coup être amenés à l'étonnement, à l'émerveillement de découvrir qu'en réalité, dans l'instant, dans le feu de l'instant, si vous ne faites pas référence à la mémoire, est-ce que c'est une tête de petits yeux, un observateur personnel vers lequel pointe le doigt, ou est-ce que dans votre expérience directe, sans faire référence à la mémoire, ni à tout ce qu'on vous a dit, est-ce que ce n'est pas un grand espace ouvert que vous découvrez, un grand vide? Est-ce que là, vers où pointe le doigt dans l'instant, il y a des couleurs?
est-ce qu'il y a une forme? Est-ce que c'est opaque? Est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression que c'est transparent? Ce vers quoi pointe le doigt en ce moment. Alors le doigt doit vraiment pointer tout droit. Vous ne voyez pas. Le doigt n'est pas tordu comme ça. Hein. Attention, hein, il y a toute une technique pour pointer. C'est comme un doigt qui vous interpelle. Vers quoi ça pointe ce doigt? Pour moi, il pointe vers une absence de tête, vers une absence de visage, vers une absence de deux petits yeux. Et donc aussi, étonnamment que ce puisse être, vers une absence d'observateur personnel. Il n'y a personne là. Il y a un grand espace, ouvert, sans forme, sans âge, sans couleur, sans poids, sans dimension, sans caractéristique. Ça n'a même pas de nom. Là-bas, je vois Dan, là-bas, dans le miroir. Hein, Dan, je vois un visage, et j'ai l'habitude de dire que c'est Dan, là-bas. Mais ici, quand je pointe vers là où, habituellement, j'imagine un visage, bien entendu, tout d'un coup, je ne peux le trouver. Waouh! C'est étonnant. Personne. Alors, je vais vous inviter à prendre la deuxième main, mais c'est très physique, hein, ici. Les épaules commencent à... Voilà, vous pouvez les reposer sur la poitrine ou sur la table, ou, voilà. Mais faites l'expérience. Faites l'expérience. Ne me regardez pas la faire. Donc, il y a l'index qui pointe vers l'absence de visage, et maintenant, vous pointez vers le visage qui est là-bas. Alors, moi, je vois le mien. Enfin, oui, celui de Dan, en tout cas. Et je ne sais pas si vous voyez le vôtre, mais en tout cas, qu'importe, vous voyez un visage, j'imagine, quelque part, ou alors vous voyez de l'ordinateur, mais qu'importe. En tout cas, le visage là-bas, ou de l'ami là-bas, il apparaît dans un sans-visage ici. Là-bas, je vois des couleurs, ici, c'est sans couleur. Waouh! Là-bas, je vois une forme que je peux dessiner, que je peux mesurer. Mais ici, Keneni, grand espace ouvert, transparence. Là-bas, c'est opaque, je ne peux pas voir à travers là-bas. Mais ici, il me semble que je vois à travers, c'est étrange. Être ange, waouh. Là-bas, ce visage là-bas semble avoir un âge, les choses, en tout cas un âge, même voilà, tout ce que je vois là-bas, le mur, l'arbre, un petit arbrisseau là, qui soutient mon iPad, là, tout ça, ça a un âge. Ça naît, c'est né, à un moment donné, ça va disparaître. Est-ce que, ici de mon côté, l'espace est né? J'en ai pas la preuve. J'ai l'impression qu'il a toujours été là. Là-bas, je peux nommer le visage, je peux dire que c'est Dan, parce que je vois mon visage. Je peux dire que c'est un humain, si vous voyez un humain. Ici, est-ce que je peux dire que c'est Dan? Est-ce que je peux dire que c'est humain? Ici, est-ce que c'est féminin, masculin? Est-ce que ça a des désirs, des peurs? Vous voyez que l'espace qui se découvre ici, il accueille tout ce qui est là. Cette transparence, sans couleur ici, accueille toutes les couleurs là-bas. Ce qui est sans forme ici, accueille toutes les formes là-bas. Ce qui ici semble n'avoir aucun âge, être un éternel maintenant, une présence atemporelle, accueille toutes les choses temporelles ici. Waouh! Maintenant, vous pouvez lâcher le doigt, détendre le bras. Est-ce que le fait de baisser le doigt fait disparaître cet espace dans lequel tout apparaît? Voyez que toute la pièce, les amis avec qui nous partageons, l'ordinateur, le monde apparaît dans cet espace. Je me croyais être un corps, un humain, un objet
parmi les objets dans le monde, et je découvre, ô stupeur, ô merveille, que en réalité, ce que je suis réellement est sans visage, ouverture, une ouverture si immense qu'elle contient le monde entier. Vous voyez, c'est ce renversement de perspective total. Je me prenais pour un corps mental, pour une personne, et tout d'un coup, en retournant mon attention vers la source de la perception, je découvre que, en réalité, ce que je suis est sans forme, sans visage, sans couleur, vacuité consciente. Certains appellent ça la présence, la conscience inconditionnée, le non-esprit dans la tradition zen, le Bouddha, dans la tradition du Bouddha, le Christ. Le Christ parle du royaume, il dit le royaume n'est pas dans les cieux, il est en vous. Alors on a souvent traduit parmi vous, mais en réalité c'est en vous. C'est pas là-bas, c'est ici. Katha Upanishad. Parfois une âme intrépide en quête d'immortalité se retourne en arrière et découvre sa vraie nature. Donc c'est ce geste qui est incroyablement simple et qu'on ne fait pas parce qu'on ne nous a pas informés là-dessus. Moi, mes parents ne m'avaient jamais parlé de ça. Je ne sais pas si dans votre famille on en parlait, de cette possibilité de la conscience de se retourner sur elle-même. Je n'en ai pas entendu parler à l'école, ni au Danemark, ni en France, quand je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans, ni plus tard, au collège, non plus, au lycée non plus, à Sciences Po non plus, ça ne les intéressait pas beaucoup là-bas. Et je suis allé aussi à la Sorbonne pour chercher, parce que il y avait une profonde demande, un profond désir de connaissance, de reconnaissance de qui j'étais. J'ai pensé qu'à travers la philosophie, je pressentais qu'à travers la philosophie, qui étymologiquement parlant signifie amour de la sagesse, on pouvait trouver cela. Non, pas du tout. À aucun moment on m'a parlé à la Sorbonne. J'ai fait une maîtrise de la Sorbonne, de la possibilité de cette reconnaissance. J'ai même eu Sarah Kaufmann comme professeur, excellent professeur, grand connaisseur de Nietzsche. Pourtant, Nietzsche en parle un petit peu. En tout cas, il indique que le jeu qu'on croit être est un fantasme des grammariens. Il dit ça dans Par-delà bien et mal. Et à plusieurs reprises, il est très proche de cette possibilité de l'éveil. Mais le retournement, personne n'en avait parlé. Et pourtant, voyez-vous, à l'âge de 7 ans, le jour de mon anniversaire, à Copenhague, vous savez, à Copenhague, il y a des cours intérieurs, c'est pas comme en France, pas comme à Paris du tout. Enfin, il y a une cour ici aussi, mais elle n'est pas très amicale. Il y a quelques arbres, mais au Danemark, il y a des arbres, il y a des bancs, c'est convivial. On laisse les enfants à 6-7 ans aller jouer dehors, tout seul, voilà, comme ça. Donc j'étais dans ce jardin là, au mois de mars. C'est une journée un peu printanière, j'étais en train de jouer dans l'herbe, je ne sais plus, par terre. Et tout d'un coup me vient le retournement. Le retournement, comment ça s'est produit? Je me pose la question, aujourd'hui j'ai 7 ans. Mais dans un an, j'aurai 8 ans. Mais le maintenant de maintenant, dans lequel se produit cet âge, ce changement d'âge, sera le même maintenant que dans un an. Et j'ai eu cette fulgurance que je pense que certainement beaucoup d'entre vous avaient déjà eu, parce que l'âge là, entre 5 et 8 ans, c'est un âge très métaphysique, on se pose ces questions-là justement. Alors j'ai vécu un moment de bonheur inouï, la complétude d'être le maintenant en fait, voilà.
Et je m'en suis souvenu seulement 45 ans plus tard, quasiment 40 ans plus tard. Qu'en fait, j'avais vécu plein de moments comme ça d'ouverture sur la temporelle présence, sur ce qui ne change pas. Et là, eh bien, par cette petite expérience de Douglas Harding, voilà, nous découvrons que ce que nous sommes, au cœur de cette vie où tout change, le corps vieillit, il se passe des choses dans le monde, il y a des choses qui changent, il y a des nouvelles, voilà, heureuses, ou souvent, si on regarde la télé, c'est plutôt des grands malheurs qui nous submergent tous les jours. Enfin, tout est changement, tout semble chaotique. Et bien, au cœur de ce chaos, au cœur de tout ce qui change, au cœur de cette impermanence, ici, là, au plus près de moi-même, je découvre, c'est-à-dire je cesse de couvrir une présence qui est hors du temps. Et vous pouvez faire cette même découverte que j'ai faite à plusieurs reprises et qui à un moment donné est devenue juste une évidence. Vous pouvez le faire maintenant et vous la faites maintenant. Donc l'éveil, c'est ça, c'est la connaissance. C'est la connaissance, c'est la reconnaissance. Donc c'est une reconnaissance. Hein. L'éveil, c'est un réveil. Hein. D'ailleurs, Bouddha vient du mot Bouddha, qui en sanskrit signifie réveil, qui est la même racine que le mot réveil en tout cas. Donc c'est un réveil. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Voilà. Donc il y a un grand sourire, parce que tout d'un coup, le drame de la vie, la souffrance, la recherche, la quête, quand vous retournez l'attention ici, à 180 degrés, il faut être précis, hein, 180 degrés, vers ceux qui perçoivent, vous découvrez qu'à l'origine de la perception, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne, il y a une grande ouverture. Et cette ouverture, elle est pur amour, parce qu'elle dit oui à tout ce qui est là. Voilà. Voilà l'invitation que je partage avec vous.